RMC. El taconazo, qué buena la jugada. Marcelo está dentro, Marcelo está dentro, Marcelo ante la fuente, Marcelo. Ha llegado el 0-3, qué golazo acaba de marcar el Real Madrid, qué golazo. Especialista, aunque también la puede poner obviamente Zidane, Roberto Carlos, será Roberto Carlos. Por ahí para Marcelo, mano a mano de Marcelo ante Paló, Marcelo, chuta Marcelo, gol, 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 gol. RMC, After Espagne. Nicolas Gilas. Ils ont marqué de leur empreinte le couloir gauche du Real Madrid pendant 26 longues années à eux deux. Roberto Carlos et Marcelo ont voilà le nombre de points communs et au-delà de leur poste ou du fait qu'ils soient brésiliens. Mais lequel des deux est la plus grande légende? Pour tenter de répondre à cette question, dont les réponses seront, quoi qu'on en dise, subjectives, notre duo à nous du foot espagnol. Le légendaire Fred Hermel. Hola Fredo. Hola chicos. L'homme qui est en train d'écrire sa légende, notre correspondant à Madrid, Edgar Grolo. Hola Edgar. Hola, messieurs, comment ça va? Ah, il a bossé Ça va, son muñeca? espagnol. Hola, muñeca. Hola, Muñeca. el apodo, tu apodo es muñeca desde la semana Ça y est, pasada, como ça y est. Gallardo. C'est officiel. Ouais, ça Bien, va, ça va, il son va mieux, petit il va nom. mieux le poignet. Ah, muy Mais bien. on donne du vocabulaire espagnol aux éditeurs. Ah en ouais, plus. C'est la bon, muñeca, c'est le poignet. Voilà. Donc comme plein de joueurs, surtout des joueurs latino-américains, surtout des Argentins, il a son petit surnom Edgar. Maintenant on l'appelle Edgar la muñeca Grolo. C'est parfait, c'est magnifique. Tu Allez, sais, un jour j'ai démarré avec un Hola chicos, t'as vu où j'en suis? c'est incroyable. Toi, muñeca, Voilà. j'espère que tu iras beaucoup Ouais, plus haut. Voilà, que ça, Je pense ça que te les serve gens auront plus de d'avertissement. mal à comprendre quand même qu'Ola Chicos, quoi, tu vois. Bien sûr. Allez, on y va pour cet After Espagne. Et on emploie ici le mot des légendes, et si on le fait, c'est qu'il y a une raison. Niveau stade pur, à ma gauche, Roberto Carlos, joueur du Real Madrid de 96 à 2007. Il a marqué 69 buts délivrés, 117 passes D en 527 matchs avec le Real Madrid. Il a été pendant plusieurs années l'étranger le plus capé de l'histoire du club, avant que Benzema et Marcelo ne le dépassent notamment. Toujours à ma gauche, Marcelo, madrilène de 2007 à 2022, 38 buts marqués, 103 passes D en 546 matchs. Fred Edgar, on est d'accord pour dire que niveau offensif, Roberto Carlos remporte le duel face à Marcelo, Fredo? Bah oui. Oui, bien sûr, parce que je pense qu'on a tous en tête des buts marqués par Roberto Carlos. On n'a pas forcément de buts marqués qui ont marqué la mémoire collective de buts marqués par Marcelo, même s'il a été un joueur exceptionnel. Hein. Et j'ai vu toute sa carrière. Et j'ai vu tous les matchs de Marcelo au Real, à Bernabéu physiquement et dans plein d'autres stades d'Espagne et d'Europe. Donc Marcelo est joueur exceptionnel, mais c'est vrai que les chiffres sont là. Et la sensation, c'est que Roberto Carlos avait offensivement d'autres atouts, notamment cette frappe extraordinaire. Et bien entendu, le missile télécommandé du tournoi de France avant le mondial, le 98, contre les Bleus. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples de matchs de championnat où tu as le ballon joué, bloqué, et puis paf, tu as une frappe de mule de Roberto Carlos qui détruit le mur, qui détruit le gardien et quasiment les filets. Donc oui, il y a la sensation, il y a des chiffres, mais il y a aussi la sensation que Roberto Carlos a été encore plus fort offensivement que Marcelo. Alors, la question derrière ça aussi, Edgar, c'est est-ce que finalement Roberto Carlos n'était pas plus spectaculaire que Marcelo? Oui, c'est ça. Je pense que, comme il l'a dit, on retient les frappes de Roberto Carlos. On a moins d'images qui nous viennent en tête pour Marcelo. Je veux dire, dans les cours de récré, on imite le coup franc de Roberto Carlos. On n'imite pas Marcelo. Et quand on pense à Marcelo, moi, je pense plus à ses célébrations avec Cristiano Ronaldo. Il avait un super rapport offensif, mais qui était peut-être aussi un peu plus collectif, ou en tout cas pas dans le même style. Même si dans les moments importants, Marcelo, en finale de Ligue des Champions, il a été décisif 3 fois dans sa carrière. Il met un but en prolongation en 2014. Et il fait une passe D en 2017 et une autre en 2018. Des joueurs qui ont été 3 fois décisifs en finale de Ligue des Champions. C'est pas rien, même si voilà, on est d'accord que c'est au niveau des stats ou des moments marquants. Pour le coup, Roberto Carlos est devant, reste devant. Alors, autre stat amusante, Roberto Carlos et Marcelo contre le même nombre de cartons rouges avec le Real Madrid, 5 chacun. On parlait notamment de l'apport offensif avec ses statistiques. Niveau défensif, lequel était le meilleur selon vous? Fredo, tu dirais quoi, toi? C'est vrai on parle beaucoup de spectaculaire, du nombre de buts, de passes D, etc. Mais c'est des latéraux, des défenseurs aussi. Donc. Alors, franchement, là, pour moi, il n'y a même pas débat. Roberto Carlos était bien supérieur défensivement. Marcelo, surtout dans la dernière partie de sa carrière, était un problème pour le Real Madrid. C'est-à-dire que quand il était jeune, avant de se faire un nom, il avait encore, alors que c'est un joueur très offensif, il avait quand même un goût, en tout cas, il se sentait l'obligation de défendre. À la fin, moi je me souviens pas son point fort quand même. Hein.
Ouais, bah, il y avait plein de débats qu'il y avait à Madrid en disant est-ce que Marcelo est un problème pour le Real Madrid? Ah, carrément. C'est-à-dire que mais je te promets, il y a eu une période, les 2-3 dernières années, on entrait par son côté comme dans du beurre. Et ça a été dur à gérer. Et d'ailleurs, il a fallu le gérer pour Zizou, par exemple. Il a fallu gérer le problème Marcelo, parce qu'à un moment, c'était même un peu pourri dans le vestiaire, parce que mettre Marcelo, c'était mettre en danger la défense. Mais vraiment gravement en danger. Et Marcelo, de par son palmarès, son statut, a eu du mal à accepter d'être sur le banc. Tu dirais quoi, toi, Edgar, tu es d'accord avec ça? Tu dirais que Roberto Carlos est meilleur aussi défensivement que Marcelo? Je dirais que oui, évidemment. Maintenant, c'était pas son point fort non plus, Roberto Carlos. On en reparlera de toute façon, mais notamment. Ce sont des latéraux brésiliens. Voilà, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché à l'Inter non plus pour Roberto Carlos. Et Marcelo, effectivement, je pense que c'était encore plus un maillon faible défensivement que Roberto Carlos, et notamment sur son placement. Il y a toujours eu pour moi un problème de placement défensif où il y avait des errances qui, comme disait Fred, laissaient passer beaucoup trop facilement les attaquants adverses. À son arrivée déjà, après c'était, je pense, pendant son prime un petit peu moins un problème, mais c'est vrai que sur les dernières années avec le Real Madrid, où même il était un petit peu cramé physiquement, on va pas se mentir, c'était très très compliqué et c'était évident, et il n'y avait même pas besoin, comme Fred, d'être au stade à tous les matchs pour le voir. Tu regardais une fois le Real et tu remarquais tout de suite qu'il y avait une faiblesse sur ce point-là, ça c'est sûr. Et puis problème physique, et puis moins d'envie aussi. Ouais. Ouais, une certaine usure, forcément. Ouais, puis à côté, voilà, je m'amuse maintenant, quoi. Il y avait une sorte de nonchalance défensive qui était assez insupportable à observer par moments. Alors, cette comparaison entre Roberto Carlos et Marcelo anime les débats depuis maintenant des années. Mais ils en disent quoi, les deux principaux intéressés? Qui était le meilleur? En 2022, Roberto Carlos a répondu à la question et pour lui, il n'y a pas photo. Pour moi, Marcelo a été le meilleur latéral gauche de tous les temps. Nous, les madridistes, nous lui sommes très reconnaissants pour les titres. On parle de 25 titres. Il m'a dépassé avec une telle facilité. Alors, il a souvent dit et répété cela à Roberto Carlos que pour lui, le meilleur, c'était Marcelo. C'est Marcelo, même au moment où il parle. 25 trophées pour Marcelo contre 12 seulement, je mets des grosses guillemets, pour Roberto Carlos. Edgar, c'est du lourd en plus ce que remporte Marcelo avec le Real. Ah oui, 5 Ligues des Champions, donc c'est historique. Il n'y a que 5 joueurs dans l'histoire qui en ont remporté plus que lui. 6 Ligas, 2 Coupes du Roi, 5 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe et 4 Coupes du Monde des clubs. Bref, il a tout gagné et surtout, il a participé aux 5 Ligues des Champions du Real Madrid. Fred, on est d'accord qu'au niveau palmarès, il remporte le match, le duel face à Roberto Carlos, Marcelo? Il arrive à un meilleur moment. Ouais. Oui, il gagne pas tout seul, on est d'accord. Mais... c'est-à-dire que quand tu es dans une équipe avec Cristiano Ronaldo qui te met entre 50 et 70 buts, j'exagère à peine, par an, c'est plus facile de gagner des titres. Hein. Ce Real d'Ancelotti qui gagne la décima et avec Zidane 3 Ligues des Champions de suite, franchement c'était une machine, c'était exceptionnel. Donc il est arrivé au bon moment. Alors il y a participé, hein, bien entendu, mais il était là au bon moment. Roberto Carlos a quand même connu l'époque d'un Real qui a souvent été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, d'un Real aussi qui, on va dire au niveau institutionnel, n'était pas la réussite sportive et c'était moins stable que l'ère Florentino. Bien entendu, ouais. Oui, Roberto Carlos, il a quand même connu des époques où il y avait des entraîneurs qui étaient virés tous les 6 mois, ou d'ailleurs ça s'est aussi passé sous Florentino Pérez. Il a connu l'époque aussi où il y avait la guerre au moment des Galactiques, il y avait des guerres entre les Espagnols et les étrangers. Enfin, Roberto Carlos a gagné beaucoup de titres, mais il n'a pas toujours été très aidé. Marcelo Marcelo est quand même tombé dans la meilleure époque du Real, qui est la seule comparable avec la première époque de Di Stefano dans les années 50-60. Quoi. Après, tu commences en disant Marcelo, il avait Cristiano Ronaldo à ses côtés, c'est plus facile. Je suis d'accord avec toi. Mais Roberto Carlos, il jouait pas non plus avec des peintres. Hein. Tu l'as dit, il jouait avec les Galacticos. Il était avec Zidane, avec Ronaldo. Oui, mais c'était l'époque moins stable. Seule Ligue des Champions. Bien sûr, mais c'est pas comme si c'est vrai tu vois, il aurait pu aussi gagner plus avec les Galacticos, comme on en a parlé. C'est vrai. Mais il y avait moins de stabilité. Alors, je sais que tu es pro Marcelo, que tu cherches la bagarre. Si tu la cherches, tu vas la trouver. Mais moi, bien sûr, moi, je suis de l'époque. Toi, t'es pro Roberto Carlos, alors que. Mais en plus, un copain, Roberto Carlos. Puis je le connais, mon Roberto. Quand Roberto dit plein de bien sur Marcelo, il le pense vraiment. Mais pas justement. Bien sûr. Attends, laisse-moi terminer cette phrase-là. Il ne faut pas oublier que Roberto Carlos est employé par le Real Madrid, qu'il est une sorte d'ambassadeur, etc. Et que quand il prononce ses paroles, il est
membre de la direction, en tout cas de l'équipe dirigeante du Real Madrid. Il a un poste à responsabilité. Son but, c'était aussi de dire de belles choses sur le joueur qui était en train de disputer des matchs, quoi. Bah justement, on a entendu Roberto Carlos, un dithyrambique à l'égard de Marcelo. Et il en dit quoi, Marcelo, lui, de cette comparaison avec Roberto Carlos? En 2012, en marge d'un stage avec la sélection brésilienne, il est interrogé sur ce parallèle. Et là aussi, il est très clair. On ne reverra jamais un autre Roberto Carlos. Je veux que ce soit bien clair. Je ne vais pas être Roberto Carlos. Il est mon idole. Pour moi, il est le meilleur latéral gauche du monde. Jamais personne ne reverra un latéral gauche comme Roberto Carlos. Je veux écrire mon histoire au Real Madrid en sélection, mais en tant que Marcelo. Et là où c'est fort, Edgar, toi qui es dans la team Marcelo, c'est qu'il a réussi à écrire sa propre histoire derrière une légende comme Roberto Carlos. Ça, c'est fort aussi, parce que il arrive, il débarque, il a 18 ans, on va y revenir tout à l'heure à Madrid, et il a écrit son histoire avec ses 25 titres dont on vient parler, quoi. Et rien qu'on puisse avoir ce débat aujourd'hui de qui a eu la meilleure carrière, de qui était le meilleur, ça en dit long sur la grandeur de la carrière de Marcelo, aussi sur celle de Roberto Carlos évidemment, mais passer derrière Roberto Carlos et réussir comme l'a fait Marcelo, et non pas le faire oublier, mais en tout cas créer une légende comme il l'a créé, comme a créé Marcelo, c'est très très fort, et surtout qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est pas si facile de remplacer un joueur comme Marcelo, et que le Real Madrid, pour l'instant, n'a pas encore trouvé un joueur, un latéral gauche à la hauteur de Marcelo. Ce sera compliqué, et le prochain qui arrive à écrire son histoire, il devra maintenant faire avec l'héritage de Marcelo. Donc c'est aussi un témoignage de la grandeur de la carrière de Marcelo, de pouvoir passer après une légende comme Roberto Carlos. C'est vrai que Fredo, et ce podcast en est aussi la preuve, hein, Marcelo vient de prendre sa retraite, hein, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, vous aurez capté, mais le fait est que Marcelo, il est passé derrière une légende et il est devenu lui-même une légende. J'ai envie de te dire, c'est d'autant plus un mérite supplémentaire pour lui, non ? Ouais, franchement, c'était pas facile de passer derrière Roberto Carlos, sincèrement. Il faut voir ce qu'il représentait, mais je trouve que l'attitude de Marcelo... Je me souviens, Marcelo était arrivé en décembre. Ouais, en janvier. En janvier, oui, mais il signe en décembre et il arrive en janvier. Et je me souviens de ce petit gamin un peu timide, etc., qui n'était pas du tout connu. Je me souviens, il était accompagné de son grand-père. Je vois encore cette image. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de... Roberto Carlos a été très élégant avec lui. C'est vrai que la nationalité, ça aide aussi. Et Roberto Carlos est franchement, naturellement, un mec très sympa. Vraiment, je le connais très bien. C'est marrant, ça me rappelle l'histoire qui se passe entre vous, là, Edgar et Fred. Il y a un peu ça, c'est tout à fait. Non, même au niveau capillaire, il y a un truc. C'est vrai. Et après, on dira, c'est vrai que Fred avait une plus grosse frappe qu'Edgar. C'est pas faux. mais sincèrement, on était tous à se dire, mais c'est qui ce petit jeune là qui veut prendre la place de Roberto Carlos ? Franchement, c'est grand ce qu'il a fait quand même, hein, Marcelo. Et alors, c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan de Marcelo par rapport à Roberto, mais il fait partie de l'histoire de la meilleure époque moderne du Real Madrid. On ne peut pas imaginer une équipe, on parle de Cristiano, on parle de Benzema, on parle de Modric, mais Marcelo, il est son nom, il est gravé dans le 11 de cette équipe-là, quoi. Et on va parler d'histoire. Et dans le vestiaire aussi. La relation entre les joueurs aussi, il s'entendait extrêmement bien avec Cristiano Ronaldo, il a un rôle important dans le vestiaire. Et on va parler justement d'histoire maintenant avec un son sur lequel vous vous déhanchiez. Roberto Carlos s'est engagé avec les Merengues en juillet 96. Cet été-là, c'est le tube brésilien de Carapicho qui cartonne. Le président Lorenzo Sanz réalise un joli coup sur le mercato puisque le transfert de Roberto Carlos lui coûte aux alentours de 3 millions d'euros. Roberto Carlos débarque de l'Inter Milan où après des débuts réussis, il entre dans une sorte de conflit avec son entraîneur, l'anglais Roy Hodgson. Bien des années plus tard, le mythique manager de Crystal Palace préfère en rigoler. Il sait qu'il s'est fait un nom en Italie pour avoir laissé filer le Brésilien à Madrid. Go on, tell us the story about selling Roberto Carlos. My effigy is probably hung up around a lot of places there. Voilà, en gros, je sais qu'on se souviendra de moi en Italie pour avoir laissé partir Roberto Carlos en Espagne au Real Madrid. Roberto Carlos qui expliquera que Hodgson avait voulu faire de lui un attaquant parce qu'il avait été très productif offensivement lors de ce premier match avec l'Inter, mais ça collera pas parce que Roberto Carlos expliquera à Roy Hodgson, je suis un défenseur, ça peut paraître un comble quand on pense aux stats offensives du joueur, mais Fred, quand Roberto Carlos arrive à Madrid, il a 23 ans et même s'il a connu ces quelques fulgurances lors de sa saison à l'Inter, le succès qu'il va avoir par la suite, il a quand même rien d'évident. Hein. Il débarque pas comme une superstar, Roberto Carlos à Madrid. C'est un pari. C'est un pari de Capello. Ouais. Voilà.
C'est tout. Et là, franchement, de la même manière il ne faudra jamais oublier que c'est José Mourinho qui a fait venir Modric, c'est Fabio Capello qui fait venir Roberto Carlos, quoi. Donc c'est pas évident, et surtout que voilà, on peut quand même dire qu'au début, son passage en Europe par l'Inter est quand même plutôt un échec. Ouais. Donc, alors pour les raisons qu'on vient d'entendre, en gros, Hodgson voulait en faire un avant-centre. Donc, oui, non, mais c'est. Et juste quand même, pour recontextualiser aussi, Fredo, c'est un pari, mais c'est aussi un besoin. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où il arrive au Real, il y a un besoin d'un vrai taulier au poste de latéral gauche à Madrid. Bien sûr. Ouais. Oui. Mais c'est pour ça, c'est un recrutement. C'est-à-dire que souvent, on oublie de citer ceux qui ont permis de recrutement de joueurs énormes. Parce que s'il y a des joueurs énormes qui sont venus, alors qu'on ne faire venir Zidane ou Cristiano Ronaldo, ou même Mbappé, bon, t'as pas besoin d'être un génie pour le savoir. Par contre, dénicher un joueur comme lui, là c'est très fort. C'est la même manière que le mec qui, dans les petites équipes, a dit tiens, Raúl Sensio, le défenseur, il est pas mal celui-là. Hein, et qui maintenant est en train de devenir. Je propose qu'on fasse un jour un podcast sur Raúl Sensio. Je pense qu'on a le meilleur défenseur central des 20 prochaines années. Hein. Sincèrement. Mais parce qu'il y a un jour un mec qui dit il est pas mal celui-là, et puis qu'après il y a un entraîneur qui dit bah, tiens, je vais le mettre en équipe première, et puis finalement, là, tu vois. D'ailleurs, derrière toute réussite étonnante, il y a des gens qui sont très intelligents et qui font des paris risqués et qui sont réussis. Ouais, faut de l'audace aussi. Surtout que faut aussi remettre en contexte de l'époque. Quand on signe, quand Roberto Carlos est signé, c'est un risque parce qu'aujourd'hui on est habitué aux latéraux gauche qui sont super offensifs, comme Roberto Carlos, comme Marcelo, etc. Mais à l'époque, c'était quand même une révolution aussi à ce poste-là d'avoir un joueur aussi offensif. Et donc le facteur de risque dont on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des joueurs très offensifs, et ben à l'époque c'était pas une habitude, donc c'était d'autant plus risqué de mettre un joueur qui avait des faiblesses défensives à ce poste-là. Tiens, Edgar, juste pour nous énerver avec Fredo, rappelle-nous, t'es né en quelle année, toi, Edgar? En 2000. Alors, je pense que le Roberto Carlos Marcelo, c'est peut-être aussi une question de génération. Alors, les plus jeunes auront peut-être quelques vagues souvenirs, des highlights vus sur les réseaux. Toi, qui es un jeune fou passionné, un pro du foot aussi, quel souvenir t'as de Roberto Carlos, toi? C'est quoi? T'as vu des cassettes, des CD? Enfin, des cassettes. Tu sais même pas ce que c'est une cassette, mon petit. Ah, mais, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. Comment tu l'as consommé, toi, Roberto Carlos? Écoute, ça va pas en vous cachette revenir, sous les draps. Non, mais je n'ai pas de souvenir de lui en train de jouer en direct, dans le sens je n'ai pas de souvenir d'avoir regardé un match en direct avec Roberto Carlos. Évidemment, quand j'étais petit, j'ai vu des matchs du Brésil où il devait jouer, mais j'ai pas de souvenir de lui particulièrement. Par contre, et je trouve que ça veut dire beaucoup, j'ai toujours connu Roberto Carlos, dans le sens où il fait partie de cette élite de footballeurs dont tu n'as jamais l'impression un jour de découvrir l'existence. J'ai toujours su qui était Roberto Carlos, comme j'ai toujours su qui était Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, dans le sens où quand on grandit avec du foot à la télé, à la radio, il fait partie de la culture générale, il fait partie des joueurs dont tu entends parler depuis que tu es né. Et je parlais tout à l'heure de la cour de récré. Ma génération, tu avais 3 styles de coups francs que tu essayais d'imiter. Tu avais Cristiano Ronaldo avec United, tu avais Juninho et tu avais Roberto Carlos contre l'équipe de France, alors que ce coup franc-là datait beaucoup plus que CR7 et que Juninho. Donc même quand on est trop jeune pour l'avoir vraiment vu jouer, c'est un joueur marquant, c'est un joueur dont les highlights aussi continuent de tourner sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui de ses frappes. C'est un joueur, je pense, s'il jouait aujourd'hui, il ferait un carton, ça c'est sûr. Avec de tout petits pieds. Ouais. Mais il chausse, je sais pas. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe à ça. Pointure. Et oui. Ah ouais. Mais moi j'ai beaucoup fréquenté Roberto parce qu'on faisait de la télé ensemble. Il avait des petits pieds. C'est impressionnant. Je vais essayer de retrouver là. Petits pieds, petites chaussures. Hein. C'est petit crampon du coup. Non, mais c'est impressionnant. C'est quand tu vois la manière dont il frappait la balle et que tu trouves tu es sur la trajectoire, bah, tu as une chance sur 2 de mourir. Et c'était. Je vais vous retrouver la pointure d'ici à la fin de vas-y, tu trouves ça. Quand Roberto Carlos arrive au Real, c'est l'entraîneur des Madridistes, Fabio Capello, qui demande son recrutement. Le Brésilien est titulaire dès la première journée de la Liga 96-97. Le Real débute sa saison à la Corogne. Et voilà à quoi ressemblait le tout premier Real de Roberto Carlos. E por parte do Real Madrid xogan inicialmente Cañizares, Alcorta, Hierro, García Calvo, Roberto Carlos, Amavisca, Milla, Sanchís, Raúl, Mijatovic.
Voilà, et là, je pense qu'on a perdu tous les jeunes également. Alors, ce déport Real Madrid s'est soldé par un partout. Corentin Martins a marqué pour sa première avec les Galiciens. Et qui a égalisé pour Madrid? Par Roberto Carlos pour son premier match. On vient d'entendre le 11 de départ du Real, Fredo, qui terminera d'ailleurs champion d'Espagne cette saison-là. C'est quand même une autre époque. C'est aussi les tout premiers effets de l'arrêt Bosman, qui d'ailleurs se fera sentir de façon assez curieuse au Real cette saison-là, au mercato d'hiver, où il y a plein d'étrangers qui vont arriver. Bodo Illnier, notamment, qui arrive. Alors lui, il arrive en septembre. Ouais. On aura Cedorf, Panucci, Schuker, Mijatovic, Secretario sont arrivés durant l'été. Enfin, le Real va commencer à s'internationaliser avec Roberto Carlos aussi, finalement. Oui, il va s'internationaliser, alors qu'après, il va se réespagnoliser. Parce que vous regardez que des années plus tard, il y a beaucoup plus d'Espagnols que dans l'équipe. Vous voyez, par exemple, de l'équipe qui joue la finale si je ne dis pas de bêtises, après l'arrêt Bosman, c'est 95. Regardez la finale de la Ligue des Champions en 98, il y a beaucoup d'Espagnols, par exemple, quand le Real gagne à Paris 3-0 contre Valence. Vous voyez, alors Suker jouait à Séville, Mijatovic jouait à Valence, Secretario, très bon joueur latéral portugais. Tu vois, il y avait. Porto, oui, bien sûr. Bien entendu, le Real a profité de l'arrêt Bosman, comme beaucoup, avant de revenir vers plus d'Espagnols. Mais elle était belle, cette équipe, quand même. Attention. Enfin, il y avait du foot. Alors, Bodo Illner, on est là pour raconter des vérités quand même. Bodo Illner, vous savez que c'était impressionnant parce que c'était un monsieur qui. Alors, il était impressionnant physiquement, c'était un bon gardien, mais c'était un tout petit monsieur devant Madame Illner. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de venir au dîner entre joueurs. Ah bon? Parce que sa femme ne voulait pas. Pourquoi? C'est-à-dire que quand il y avait dîner, par exemple, on disait voilà, on fait une sorte de. On appelle ça la conrola. Il faut faire une remontada, on dîne ensemble 2 jours avant le match pour se motiver les uns les autres. Lui n'avait pas le droit de sortir. D'accord. Pourquoi pas? Oui, mais c'est une réalité, voilà. Je vous raconte. On est là pour raconter des histoires ou pas? Ça fait partie, bien sûr, mais c'est totalement. On est dans le El Wash et El Gal. Le Hola, il s'appelle le Hola, le magazine People. C'est vrai. Tiens, petite curiosité, Edgar, c'est assez marrant. Autre point commun entre Marcelo et Roberto Carlos, c'est aussi face au départ et à la Corogne que Marcelo a joué son premier match officiel avec le Real. Ouais, 7 janvier 2007, il était arrivé au mercato d'hiver, on en a parlé, pour 6,5 millions d'euros en provenance de Fluminense, et il était entré en jeu contre Deportivo, défaite 2-0. Lui aussi, c'est Fabio Capello qui le lance au Real, il était revenu lors de la saison 2006-2007, et donc, durant cette deuxième partie de saison, Roberto Carlos et Marcelo jouent et surtout s'entraînent ensemble, et Roberto Carlos, faut se rendre compte, c'était l'idole absolue de Marcelo, et Roberto Carlos l'a accueilli les bras ouverts, il l'a fait venir chez lui, les deux sont vraiment amis, évidemment. Et alors, quand Marcelo s'engage avec Madrid, Roberto Carlos est donc encore là. Il vit sa 11e et dernière saison avec le Real. Il approche des 34 ans. Et Predrag Mijatovic, qui a été son coéquipier d'ailleurs, le directeur sportif de l'époque du Real Madrid, se souvient de ces quelques mois qui seront comme une passation de pouvoir entre les deux Brésiliens. Et un moment de cohabitation qui, Mijatovic l'expliquera bien des années plus tard, a bien failli ne jamais exister. Je me acuerdo muy bien. Je me souviens que lors de ma première comme directeur sportif, il y avait Roberto Carlos, le meilleur latéral gauche de l'histoire du football pour moi personnellement. Mais comme je le connaissais, que je savais que son contrat arrivait à terme, il avait atteint un âge où son rendement n'était plus celui qu'il était auparavant, j'étais déterminé à recruter un jeune joueur qui pouvait se rapprocher du rendement de Roberto Carlos. J'ai décidé de recruter Marcelo, qui avait à l'époque 18 ans et qui était totalement méconnu. Fabio Capello m'a alors proposé qu'on le prête à une autre équipe pour qu'il puisse jouer et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je voulais que Marcelo s'entraîne avec Roberto Carlos. Parce qu'un joueur qui s'entraîne avec un crack comme Roberto Carlos, qui vit comme lui, avec les conseils qu'il peut lui donner, ça vaut bien plus que 10 ou 15 matchs dans une autre équipe. Voilà, on vous l'a laissé sur la longueur, cet extrait, cette interview donnée par Mijatovic à Ismas. Fredo, on l'a dit, Capello avait voulu Marcelo comme il avait voulu Roberto Carlos, mais il arrive, il a que 18 ans, Marcelo, quand il arrive au Real. Il a voulu le prêter, Mijatovic a dit non. Elle est marrante, elle est intéressante l'anecdote de Mijatovic finalement. Il s'est dit, 6 mois avec Roberto Carlos, ça vaut mieux que 15 ou 20 matchs dans un club où il sera prêté, le jeune Marcelo.
Mais il a tout à fait raison. Predrag Mijatovic, qu'on appelle Peja Mijatovic, qui est aussi celui qui a recruté Julien Faubert, qu'on salue parce que Julien Faubert a été très très sympa quand il était au Real Madrid. Il y a beaucoup de moqueries autour de lui, mais lui non plus, il ne savait pas ce qu'il faisait là. Mais je peux vous dire, à l'époque, c'était pas le plus mauvais. C'était pas le plus mauvais du Real Madrid et c'était pas celui qui s'entraînait le moins. Je ferme la parenthèse. Et Peja, qui est vraiment un type fabuleux que je connais bien aussi. Alors je la ramène un peu, mais c'est un bonheur de parler avec lui de football. Peja avait raison. En plus, il y a le côté brésilien aussi. Faut voir qu'il a 18 ans. Tu te rends compte, quand tu as 18 ans, c'est un peu comme Edgar, tu sais, quand il arrive à Madrid. C'est un gamin, il a encore du lait au bout de son nez. Lui, il arrive du Brésil. T'imagines la différence culturelle que ça fait d'arriver dans un pays, tu parles pas la langue, tu arrives avec ton grand-père, tu es là et tu es pris en charge par une légende comme le Real Madrid. C'est fabuleux. Il est quand même mieux là que d'être envoyé, je sais pas, en Allemagne, en Angleterre ou en Italie, quoi, tu vois, à être prêté dans une équipe de deuxième zone du fin de tableau allemand et te retrouver à Bochum, t'imagines? Non mais c'est ça aussi. Je vois pas pourquoi tu dis ça, c'est n'importe quoi. C'est très bien Bochum. Mais donc ça a été toute l'intelligence de Peja Mijatovic qui, en tant que directeur sportif, a préféré le confier entre les mains et les pieds de Roberto Carlos. Parce que aussi il savait que Roberto Carlos avait l'attitude positive de s'occuper du gamin. Et pas de dire c'est qui ce petit con qui vient marcher sur mes plates-bandes. Surtout que Roberto Carlos raconte l'anecdote un petit peu différemment. Ils avaient fait une interview croisée sur la chaîne du Real il y a 3 ans. Et Roberto Carlos, lui, raconte que c'est lui-même qui a demandé à ce que Marcelo reste au club. Et qu'en fait, en entendant qu'il allait être prêté, il a dit non, Marcelo, il reste avec nous, il va apprendre avec nous. Et donc, selon Roberto Carlos, c'est grâce à lui que Marcelo n'a pas été prêté. Ça, c'est la classique. Hein. Quand un joueur cartonne, alors qu'il était à 2 doigts de se faire prêter 10 ans avant, tout le monde s'approprie la paternité de la super idée. Hein. On est d'accord. Alors, bon... Vous savez quelle est la pointure de Roberto Carlos? Alors vas-y. Attends, me dis pas. Attends, laisse-moi aller regarder en vrai, pour de vrai, une image. Non, arrête. Notre producteur Flavien Zolkowski, il allait regarder. Il me dit 37. 36. Non, arrête, c'est pas possible. Ça existe même pas, les chaussures. Attends, non, mais il s'habille chez les enfants, c'est pas possible. Non, mais non. Après, ça coûte moins cher, les il est pas très grand. Il est trapu, mais il est de tout petits pieds. Mijatovic. C'est fou ça, 37, 36. Ibrahimovic, c'est 47. Lui, c'était 36. Non, mais je te dis, c'est impressionnant. Et c'est encore plus impressionnant quand il met des chaussures de ville. Tu vois, c'est tout petit. Voilà, donc. Tu le connais bien. Mais bien sûr, je connais bien. Ouais, mais tu sais, mon petit gars. Comme l'a dit Pablo Neruda dans ses mémoires, confieso que he vivido. Je confesse que j'ai vécu. Voilà. Et tu sais quoi, Edgar, quand tu auras vu les pieds d'Aurélien Tchouaméni, tu pourras l'ouvrir. Ok. D'ici là, tu dis rien. Okay. Alors, écoute, j'ai croisé Roberto Carlos à Valdebebas, j'ai pas remarqué qu'il avait des petits pieds. Tu vois, est-ce que tu as eu le courage d'aller lui dire Yo soy del team Marcelo? Non, rien du tout. Nada. Mais il est toujours aussi souriant en tout cas. Voilà, oui. Non, en fait, il lui a dit soy del equipo. Joder, j'oublie son prénom. Si, Joder, vamos, los gromos. Le latéral, tu sais, qui Fran Garcia. Pas à dire que c'était un gros mot, personne n'aurait su. Tu sais, je suis de l'équipe Fran Garcia. C'est ça. Comme ça il sait peut-être même pas qui c'est. Ouais, c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut vraiment. Non, on est méchant avec Fran Garcia, mais bon, c'est vrai qu'il est pas très. Fran Garcia est un super joueur, mais il laisse les mêmes, tu vois, les mêmes errements défensifs, les mêmes erreurs de placement que Marcelo. Tu vois. Voilà. En fait, il a tous les défauts sans les qualités. Bon, il a regardé un peu ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire le match entre Roberto Carlos et Marcelo sans s'arrêter sur leur parcours avec la Seleção, ne serait-ce que parce que leur statut international et international va conditionner notre choix entre les deux finalement. En revanche, là, il y a un gap entre les deux. Niveau stade d'abord, Roberto Carlos, c'est 127 sélections avec le Brésil. C'est le 3e Brésilien le plus capé de l'histoire. Vous savez qui sont les 2 précédents ou pas? C'est marrant, c'est tous des latéraux. Alors, si vous êtes là. Ouais, et le 2e, c'est le successeur de Cafu. On l'oublie. Il a eu des débats avec la justice. Dani Alves, les mecs. Ouais. Ah bah oui. C'est marrant. Dani Alves qui a passé toute sa carrière à être comparé à Marcelo d'ailleurs. En plus, ouais. Alors, mais Roberto Carlos, c'est certes une finale de Coupe du Monde perdue en 98, mais il compte 2 Copa América, une Coupe des Confédérations, et surtout, il compte ça avec le Brésil.
La Coupe du Monde 2002 remportée en Asie face à l'Allemagne par le Brésil. C'est vrai que Fredo, Roberto Carlos, finalement, il fait partie de la dernière génération des winners du Brésil. Hein. Il est tombé là aussi dans une très bonne génération. Parce que depuis, c'est quand même beaucoup plus compliqué. De toute façon, quand tu as Ronaldo Nazario, le meilleur numéro 9 de l'histoire de football dans ton équipe, qui termine meilleur buteur de la Coupe du Monde de 2002, si je ne me dis pas de bêtises aussi, c'est vrai qu'il y a une équipe absolument extraordinaire. Et Roberto Carlos est l'un des cadres de cette équipe. De la même manière que Marseille, il n'est peut-être pas tombé dans la meilleure période du Real Madrid, il est tombé dans la dernière très bonne période du Brésil. Ça aussi, il faut reconnaître qu'il a eu de la chance à ce niveau-là, alors que vraiment Marcelo, lui, n'a pas eu de bol pour la Seleção. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, parce que Marcelo, c'est 58 caps avec le Brésil. Il a gagné qu'un titre majeur avec son pays, c'est la Coupe des Confs en 2013. Marcelo, lui, il sera associé malgré lui à ce qui est sans doute le pire épisode de l'histoire sportive de sa sélection. Olha a bola chegando, gol da Alemanha, chame de novo. 7-0 para a Alemanha. O Murtaza leva as mãos ao rosto, o Filipão, et a torcida aplaude o time alemão. Et la fameuse défaite 7-1 face à l'Allemagne en Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et là, Edgar, il devait être l'un des leaders de la sélection brésilienne, Marcelo, mais finalement, on retiendra que ça du Mondial du Brésil. Hein. Oui, et en plus, déjà que c'était l'un des leaders, là, il n'y avait pas Thiago Silva, il n'y avait pas Neymar qui était blessé, c'était vraiment l'un des leaders sur ce match-là particulièrement, en tout cas celui qui devait être l'un des leaders, et c'est le traumatisme absolu. En plus de ça, Marcelo, quand tu regardes les buts qui se sont pris, il est à la rue sur le deuxième but face à la combinaison entre Müller et Klose, il laisse beaucoup trop d'espace à l'âme pour centrer sur le troisième but. Voilà. Après, de toute façon, ils étaient tous à la rue dans ce match-là, il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que ça fait tâche. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est vrai que souvent, là, on faisait la comparaison Marcelo-Roberto Carlos en club, mais on le disait, Marcelo, ça a été l'héritier de Roberto Carlos de façon assez évidente, finalement, au Real Madrid. Et alors, curieusement, Edgar, ça n'a pas du tout été le cas en sélection du Brésil. Il a attendu avant vraiment de devenir un taulier, voire même un titulaire dans la Seleção, Marcelo. Oui, il n'était pas dans les petits papiers de Dunga, sélectionneur de 2006 à 2010, puis de 14 à 16. En 2007, il n'est pas convoqué pour la Copa América. En 2009, il n'est pas convoqué pour la Coupe des Confédérations. En 2010, il est réserviste pour le Mondial. Et puis en 2010, quand il y a un changement de sélectionneur, il commence à prendre un petit peu plus de place. Et finalement, c'est avec Scolari qui vraiment il s'imposera parmi les vrais tauliers de cette équipe. Mais ça aura pris du temps. Ouais, il aura peut-être manqué ça, non, à Marcelo, Fredo, dans la comparaison avec Roberto Carlos aussi. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Parce que quand tu es brésilien, tu as beau avoir porté le maillot des plus grands clubs européens, le maillot jaune de la Seleção, c'est quand même ce qui est le plus important. Donc ça restera le seul petit, c'est pas une tâche, le seul petit manque de sa carrière. Ouais. Et c'est quand même dingue de penser qu'une génération avec Neymar, Marcelo n'a jamais gagné une Copa América. Ouais, non, mais c'est fou. Non, mais t'as raison. Et que pendant cette période-là, l'Argentine, jusqu'à relativement récemment, n'avait pas gagné une seule Copa América non plus. C'est quand même dingue. Il y a eu un trou des deux meilleures sélections pendant quelques années. Et c'est fou. Et moi, je trouve quand même que ça fait tâche sur son héritage à Marcelo quand même. Ces échecs avec le Brésil, tu peux pas l'oublier. Alors, on va conclure. Je vais te dire un truc parce que là, je boue. Il vaut mieux ne pas avoir de Coupe du Monde comme Marcelo avec le Brésil que d'avoir une Coupe du Monde comme celle du Qatar, avec 5 pénaltys sifflés de manière absolument honteuse. Oh la vache, voilà, mais tu sais, dans 20 ans, tout le monde aura oublié. Même tout le monde a déjà presque oublié. Je veux dire, ce qui compte à la fin, c'est d'avoir une Coupe du Monde, Fred. Moi, je l'ai oublié, cette Coupe du Monde. Pourtant, Dieu sait si j'aime l'Argentine, si c'est le pays de mes rêves et que j'adore le tango, j'adore le truc. Mais ça, et j'ai toujours été pro-Argentine face au Brésil. Mais sincèrement, cette Coupe du Monde-là, la manière dont ça s'est passé, le fait qu'on a offert à Messi le fait d'avoir une Coupe du Monde, ça restera un trou noir dans l'histoire du football. Les gars, pour conclure, ce match des légendes du Real Madrid entre Marcelo et Roberto Carlos, est-ce que, Edgar, tu restes team Marcelo ? Moi, évidemment, c'est le joueur qui m'a le plus marqué, mais je pense qu'il y a un argument. Voilà, je voulais pas te le donner, Fred. Je voulais voir si tu le sortais, parce que je sais que c'est un argument qui, pour moi, est énorme. C'est que
si on parle du joueur avant tout, je pense qu'au Real Madrid, Marcelo a finalement une plus grande carrière que Roberto Carlos. Mais si on parle du joueur pur et du niveau, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est qu'en 2002, quand le Brésil gagne la Coupe du Monde, Roberto Carlos, il termine 2e au Ballon d'Or. Ça te donne une idée de l'ampleur du joueur. Marcelo, il fait 16e en 2017, son meilleur classement. Et donc, ça montre aussi la différence de stature des deux joueurs. Mais on en revient à la sélection aussi, c'est que si tu gagnes rien, parce que s'il est 2e en 2002, c'est parce qu'il gagne le mondial aussi. Mais je pense que Marcelo, même si j'adore ce joueur et que ça a été un joueur exceptionnel, et je pense qu'il a une plus grande carrière au Real, Marcelo n'aurait jamais pu terminer 2e au Ballon d'Or. Fred, je te pose même pas la question. T'es team Roberto Carlos. Et je vais ajouter quelque chose aussi. Je pense que le succès de Zidane en tant que joueur au Real Madrid, c'est aussi grâce à Roberto Carlos. Parce que c'est difficile les premiers mois au Real. Del Bosque a du mal à trouver une place à Zidane. Et il trouve une sorte... Parce que Zidane joue légèrement sur le côté gauche. Et c'est aussi parce que Roberto Carlos et Zidane s'entendent bien, que Roberto Carlos sait s'adapter au jeu de Zidane, c'est lui faire aussi de la place, que Zidane triomphe au Real Madrid. Ouais. Et ça, Del Bosque l'a réussi tactiquement à trouver un endroit pour que Zidane puisse exprimer son talent. C'est aussi parce qu'il y a eu, d'une certaine manière, la collaboration d'un mec extraordinaire et d'un joueur fabuleux, Roberto Carlos. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué cet aspect-là, mais l'aspect humain et finalement vie de groupe. Moi, je me souviens, je ne sais pas si vous avez vu la série documentaire sur Beckham sur Netflix, quand Beckham est mis à la cave. Quand Beckham est mis à la cave par les dirigeants du Real, celui qui fait l'entremetteur, et Capello lui demande même d'ailleurs de prendre Beckham sous son aile, c'est Roberto Carlos. C'est lui qui fait le médiateur entre les dirigeants et Beckham. Et si Beckham revient et est réintégré au groupe, c'est notamment grâce à Roberto Carlos aussi. Alors, il faut préciser que c'est l'époque où il n'y a plus Florentino Pérez, où c'est un certain Ramon Calderón qu'on oubliera très vite. Que tu adores, qu'on embrasse d'ailleurs. Ramon, si tu nous écoutes. qui est président, et c'est vraiment le bordel au Real. Il y avait un bon directeur sportif qui était Peja Mijatovic, mais il y avait un très mauvais président qui s'appelait Ramon Calderón. Et c'est vrai que Roberto Carlos, d'ailleurs, cette capacité humaine et cette capacité de dialogue a été encore utilisée par le Real depuis, puisqu'il fait partie des ambassadeurs du Real. Complètement. Merci Fred Hermel, merci beaucoup. Fred, c'est quoi le prochain invité du podcast Livre RMC ? Alors, c'est celui qui est en ligne depuis quelques jours. C'est une histoire absolument géniale. C'est les derniers mois de la vie de Ernest Hemingway, raconté par Gérard de Cortance. C'est vraiment passionnant. Ça s'écoute comme une histoire. D'ailleurs, c'est une histoire. Merci beaucoup, Edgar Grolot. Mais moi, j'ai pas de podcast, d'autres podcasts. Voilà. Bah déjà, t'as celui-là, c'est bien. Tu peux en faire. Vas-y, fais-toi plaisir. Déjà, t'as le droit de parler foot espagnol. T'imagines ce que c'est? Tu t'entraînes avec. T'es comme Marcelo qui s'entraîne avec Roberto Carlos. Bah écoute, si je fais la même carrière que Marcelo, ça me va. Merci en tout cas les mecs. Oh, je pensais que t'allais dire si je fais la même carrière de Fred Hermel, ça me va. Bah, bien sûr, ça lui va. Merci beaucoup les gars. Adios Muñeca. On remercie Flavien Ziolkowski à la production. Merci Sylvain Kemener à la réalisation. RMC After Espagne.